3 fois en une seule nuit. 3 consommations enregistrées, documentées, rapportées aux ducs et marquis de l'Italie Renaissance, comme s'il s'agissait de traités de guerre. Mais nous ne parlons pas de passion. Nous parlons de protocoles diplomatiques, de preuves de virilité politique, d'un code secret qui a transformé l'alcôve royale en champ de bataille géopolitique, où la performance sexuelle d'un homme déterminait la légitimité d'alliances internationales. Et au centre de ce scandale qui a ébranlé les cours européennes se trouvait elle, Lucrèce Borgia, 22 ans, 2 fois veuve par assassinat politique, la femme la plus controversée de la Renaissance. Et cette nuit du 2 février 1502, elle ne serait pas simplement consommée, elle serait validée, certifiée, transformée en instrument de pouvoir à travers son propre corps. Ce que les livres d'histoire n'ont jamais raconté, c'est que cette nuit ne fut pas qu'un simple mariage. Ce fut une cérémonie de légitimation dynastique, où chaque acte intime possédait une signification politique calculée, où la répétition triple fonctionnait comme signature de contrat international, où le chancelier d'Isabelle d'Este attendait de l'autre côté pour rapporter chaque détail au duc de Mantoue, transformant le moment le plus privé d'une femme en document diplomatique officiel. Et Lucrèce le savait. Elle comprenait parfaitement que son corps ne lui appartenait pas cette nuit-là. Il appartenait aux maisons Borgia et Este. Il appartenait au traité entre la papauté et Ferrare. Il appartenait à l'histoire qui s'écrivait à travers elle, sans son consentement, mais avec sa participation stratégique. Car voici l'histoire que personne n'ose raconter complètement. L'histoire de comment une femme a transformé sa propre objectification en bouclier politique. De comment Lucrèce Borgia, après avoir vu son premier mariage annulé pour prétendue impuissance de son mari Giovanni Sforza, a utilisé la consommation triple documentée comme certificat de protection contre de futures humiliations. Et de comment cette nuit précise a révélé tout un système de contrôle sexuel institutionnalisé qui gouvernait l'aristocratie européenne. Un système où la sexualité féminine était simultanément surveillée, enregistrée, validée et utilisée comme monnaie d'échange politique. Préparez-vous à découvrir les secrets que les archives nationales ont préféré censurer pendant des siècles. Avant de poursuivre cette révélation explosive, j'aimerais savoir d'où vous nous regardez en ce moment. Écrivez dans les commentaires votre pays, votre ville ou votre région. Cela me fascine de savoir jusqu'où voyagent ces secrets historiques censurés. Et surtout, dites-moi quelle reine, quelle duchesse ou quel noble de l'histoire européenne vous souhaitez voir dévoiler dans la prochaine enquête. Pas de suggestion de ma part. Je veux connaître vos curiosités interdites. Écrivez son nom dans les commentaires. Votre voix déterminera la prochaine vérité révélée. Et si cette investigation historique vous captive, abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucun secret des alcôves royales. L'Italie de 1502 n'était pas un pays unifié. C'était un échiquier mortel où 5 grandes puissances s'affrontaient pour le contrôle absolu de la péninsule. Le royaume de Naples au sud, les États pontificaux au centre, la République de Florence, le duché de Milan au nord et Venise à l'est. Chaque mariage aristocratique représentait un traité militaire déguisé. Chaque alliance matrimoniale déplaçait les frontières invisibles du pouvoir. Et dans ce jeu dangereux, les Borgia étaient devenus les maîtres incontestés de la manipulation dynastique. Alexandre VI, le pape espagnol Rodrigo Borgia, avait accédé au trône de Saint-Pierre en 1492 par la corruption systématique et l'achat de votes cardinalices. Mais son ambition dépassait largement le pouvoir spirituel. Il voulait créer une dynastie temporelle capable de rivaliser avec les grandes maisons régnantes d'Europe. Pour cela, il disposait d'une arme redoutable, ses enfants illégitimes, qu'il reconnaissait publiquement malgré les scandales. Cesare Borgia, son fils, conquérait militairement la Romagne. Juan Borgia, l'aîné, avait été duc de Gandie avant d'être mystérieusement assassiné en 1497. Et Lucrèce, la fille cadette, servait d'instrument matrimonial pour sceller les alliances les plus stratégiques. À 22 ans, Lucrèce Borgia portait déjà le poids de 2 mariages désastreux. Le premier, avec Giovanni Sforza, seigneur de Pesaro, avait été annulé en 1497 dans des circonstances humiliantes. Alexandre VI avait publiquement déclaré le mariage non consommé en raison de l'impuissance supposée de Sforza. Giovanni, furieux et déshonoré, avait quitté Rome en affirmant que l'annulation cachait les désirs incestueux du pape
pour sa propre fille. Le second mariage, avec Alphonse d'Aragon, duc de Bisséglie, s'était terminé tragiquement en juillet 1500 lorsque des assassins à la solde de Cesare Borgia avaient étranglé le jeune duc dans son lit de convalescence après une première tentative de meurtre ratée. Lucrèce arrivait donc à Ferrare avec une réputation sulfureuse. Les rumeurs d'inceste avec son père et son frère circulaient dans toutes les cours d'Europe. On l'accusait d'avoir empoisonné des rivales politiques. On murmurait qu'elle avait accouché secrètement d'un enfant dont personne ne connaissait vraiment le père. Mais le duc Hercule Ier d'Este, souverain vieillissant de Ferrare, voyait au-delà des scandales. Il voyait une dot colossale de 100 000 ducats d'or. Il voyait l'alliance militaire avec les États pontificaux qui protégeraient son duché contre les ambitions vénitiennes. Il voyait la possibilité de marier son fils Alphonse à la fille du pape le plus puissant d'Italie. Le contrat de mariage avait été signé le 26 décembre 1501. Lucrèce quittait Rome le 6 janvier 1502, accompagnée d'une procession de 700 personnes, traversant les Apennins en plein hiver pour rejoindre sa nouvelle prison dorée à Ferrare. Lucrèce Borgia possédait cette beauté particulière qui fascinait autant qu'elle inquiétait les cours italiennes. Les chroniqueurs de l'époque décrivaient des cheveux blonds vénitiens cascadant jusqu'aux genoux, des yeux clairs oscillant entre le bleu et le gris selon la lumière, une peau d'albâtre rehaussée par des lèvres pleines naturellement rosées. Le poète Pietro Bembo, qui entretiendrait plus tard une correspondance passionnée avec elle, parlait d'une rare et documentée beauté, capable de troubler les hommes les plus austères. Mais derrière cette apparence angélique se cachait une intelligence politique redoutable, forgée dans le brasier des intrigues vaticanes. À 22 ans, elle avait survécu à ce qui aurait détruit n'importe quelle autre femme de son époque. 2 maris disparus dans des circonstances violentes. Des accusations publiques d'inceste répétées dans toute l'Europe. Une annulation matrimoniale basée sur l'impuissance supposée de son premier époux. Humiliation suprême dans une société obsédée par la virilité masculine. Elle avait appris que son corps n'était pas le sien, qu'il appartenait aux stratégies politiques de son père, qu'il servait de monnaie d'échange dans les négociations entre États, qu'il serait utilisé, évalué, certifié comme on authentifie un document officiel. Face à elle se tenait Alphonse d'Este, 25 ans, héritier du duché de Ferrare, physiquement imposant, doté d'une force peu commune développée dans sa propre fonderie où il fabriquait personnellement des canons. Contrairement aux courtisans raffinés qui peuplaient les palais italiens, Alphonse préférait le travail manuel à la poésie, les machines de guerre aux sonnets amoureux. Musicien exceptionnellement talentueux, capable de jouer de multiples instruments, il manifestait néanmoins peu de patience pour les subtilités diplomatiques et les gestes courtois obligatoires. Sa réputation le précédait, homme direct, parfois brutal, dépourvu de l'hypocrisie élégante qui caractérisait la noblesse italienne. Le duc Hercule Ier, son père, l'avait contraint à ce mariage malgré ses réticences évidentes. Alphonse ne voulait pas d'une Borgia. Il connaissait les rumeurs. Il savait que cette union était avant tout transactionnelle. 100 000 ducats d'or pesaient lourd dans la balance, suffisamment pour acheter même le dégoût d'un prince. Pourtant, quelque chose avait changé lors de leur première rencontre à Bentivoglio, le 31 janvier 1502. Alphonse avait chevauché seul pour surprendre sa future épouse, geste romantique inattendu de la part d'un homme réputé pour sa froideur calculatrice. Lucrèce, habituée aux mariages arrangés où les époux se découvraient le jour des noces, avait été visiblement touchée par cette initiative. 2 jours plus tard, le 2 février 1502, jour symbolique de la purification de la Vierge, ils franchiraient ensemble les portes de Ferrare sous les acclamations calculées de la foule. Et cette nuit-là, leur union serait consommée, selon un protocole que ni l'un ni l'autre n'avaient choisi, mais que tous deux acceptaient comme inévitable condition de leur survie politique. Ce que les manuels d'histoire omettent systématiquement, c'est l'existence d'un protocole matrimonial codifié qui régissait chaque détail des nuits de noces aristocratiques. Dans l'Italie Renaissance, la consommation d'un mariage ne relevait pas de l'intimité privée. Elle constituait un acte juridique public nécessitant validation, certification et témoignage. Les familles nobles employaient des systèmes élaborés de surveillance pour garantir que l'union serait légalement inattaquable, protégeant ainsi les dots colossales et les alliances politiques contre toute contestation future. Avant même d'arriver à Ferrare,
Lucrèce avait subi l'humiliation rituelle de l'examen de virginité. Pratique courante dans les mariages dynastiques, cet examen était effectué par des sages-femmes mandatées par la famille du marié pour certifier l'intégrité physique de la future épouse. Dans le cas de Lucrèce, la situation présentait une complexité particulière. Déjà mariée 2 fois, elle devait néanmoins être déclarée vierge pour valider l'annulation de son premier mariage avec Giovanni Sforza. Les médecins pontificaux avaient fourni les documents nécessaires attestant que le mariage n'avait jamais été consommé, transformant ainsi un mensonge politique en vérité médicale officielle. Les dames de compagnie jouaient un rôle crucial dans ce théâtre de la consommation. Elles préparèrent la mariée selon un rituel précis, transmis de génération en génération. Le bain purificateur aux herbes médicinales censé favoriser la fertilité. L'application d'onguents parfumés sur des zones spécifiques du corps. Le choix méticuleux de la chemise de nuit, suffisamment transparente pour ne pas entraver l'acte, mais assez opaque pour préserver une certaine décence. Ces femmes dispensaient également des instructions explicites sur ce qui allait se produire, détaillant les positions acceptables, les réactions appropriées, les gestes à éviter. Pour une femme comme Lucrèce, déjà initiée aux réalités conjugales, ces conseils relevaient de la comédie grotesque. Mais elle devait les écouter en silence, jouer le rôle de la mariée intimidée alors qu'elle connaissait déjà trop bien la mécanique du pouvoir exercé à travers le corps féminin. Du côté masculin, un protocole parallèle se déroulait. Les témoins nobles sélectionnés par les familles accompagnaient le marié jusqu'à la chambre nuptiale. Leur présence garantissait que l'acte aurait bien lieu, éliminant toute possibilité de contestation ultérieure. Dans certaines cours particulièrement rigoureuses, ces témoins attendaient à proximité immédiate de la chambre, écoutant les sons révélateurs de la consommation. Le drap taché de sang virginal serait ensuite exhibé comme preuve tangible, conservé parfois pendant des années, comme document juridique authentifiant la légitimité des héritiers futurs. Mais le cas de Lucrèce et Alphonse introduisait une dimension supplémentaire dans ce protocole déjà invasif. Après l'humiliation publique de l'annulation avec Sforza, basée sur l'accusation d'impuance masculine, la maison d'Este devait démontrer de manière irréfutable la virilité d'Alphonse. La consommation unique ne suffisait plus. Il fallait une preuve excessive, démesurée, capable d'écraser définitivement toute rumeur. C'est ainsi que la consommation triple devint un certificat de puissance dynastique, un document vivant attestant que cette union possédait la force reproductive nécessaire pour générer des héritiers légitimes et perpétuer les lignées ducales. Le 2 février 1502, jour de la purification de la Vierge, Lucrèce Borgia franchit les portes de Ferrare dans un déploiement calculé de magnificence dynastique. Vêtue d'une robe à la française doublée d'hermine, un collier de diamants et de rubis ornant son cou, elle paradait devant une foule manipulée pour l'acclamer. Chaque détail de cette procession avait été orchestré pour transformer la fille scandaleuse du pape en future duchesse respectable. Les habitants de Ferrare, payés ou contraints, applaudissaient l'arrivée de celle qui apportait 100 000 ducats d'or dans les coffres ducaux. Isabelle d'Este, la belle-sœur redoutable, observait la scène avec un mépris à peine dissimulé. Cette femme au pouvoir culturel immense, mécène des arts et figure intellectuelle de la Renaissance italienne, ne pardonnerait jamais à Lucrèce d'occuper la place qu'elle estimait revenir de droit à sa propre mère. La rivalité entre les deux femmes commençait ce jour-là, alimentée par la jalousie, l'orgueil blessé et la lutte féroce pour l'influence à la cour d'Est. Isabelle avait stratégiquement positionné son chancelier personnel dans l'entourage proche des nouveaux mariés. Cet homme aurait pour mission de rapporter chaque détail compromettant, chaque faiblesse exploitable, chaque information susceptible d'être utilisée contre la Borgia. Après les festivités publiques obligatoires, Lucrèce fut conduite vers ses appartements privés. Les dames de compagnie effectuèrent les préparatifs rituels pendant qu'Alphonse accomplissait de son côté les formalités masculines. Contrairement au mariage où les époux se découvraient totalement le soir des noces, Alphonse et Lucrèce s'étaient déjà rencontrés 2 jours auparavant à Bentivoglio. Ce geste romantique inattendu d'Alphonse, chevauchant seul pour surprendre sa future épouse, avait créé entre eux une complicité fragile mais réelle. Ils n'étaient pas amoureux, mais ils partageaient la conscience lucide de leur instrumentalisation mutuelle. Lorsque les portes de la chambre nuptiale se refermèrent, le protocole diplomatique prit le dessus sur toute velléité d'intimité authentique.
Les témoins nobles attendaient à proximité, garantissant que l'union serait effectivement scellée. Le chancelier d'Isabelle d'Este se tenait stratégiquement positionné pour recueillir les informations qu'il transmettrait ensuite au duc de Mantoue. Cette nuit ne leur appartenait pas. Elle appartenait au traité entre États pontificaux et Ferrare. Elle appartenait à l'histoire dynastique en train de s'écrire. Elle appartenait au système de validation sexuelle qui gouvernait l'aristocratie européenne. Ce qui se produisit alors dépassa les attentes diplomatiques habituelles. La consommation ne fut pas unique, comme le voulait la norme. Elle fut répétée 3 fois au cours de cette même nuit. 3 actes distincts, 3 validations successives, 3 preuves accumulées de la virilité d'Alphonse et de la fertilité potentielle de Lucrèce. Le chancelier nota méticuleusement ces informations dans son rapport officiel, transformant l'intimité conjugale en document d'État. Cette répétition triple ne relevait pas de la passion débridée. Elle constituait un protocole calculé, un certificat de puissance dynastique destiné à écraser définitivement les rumeurs d'impuissance qui avaient détruit le premier mariage de Lucrèce. Le lendemain matin, les cours italiennes recevaient la nouvelle par messagers officiels. L'alliance Borgia-Este était scellée de la manière la plus irréfutable possible. Alphonse avait démontré sa capacité reproductive. Lucrèce avait été validée comme épouse légitime, capable de générer des héritiers. Le système fonctionnait parfaitement. La certification publique de cette nuit transforma instantanément le statut politique de Lucrèce à fait rare. Désormais validée comme épouse légitime, capable de produire des héritiers, elle n'était plus seulement la fille scandaleuse du pape. Elle devenait une pièce indispensable du dispositif dynastique d'Este. Alphonse, de son côté, avait effacé toute possibilité de contestation concernant sa virilité. Le rapport du chancelier circulait dans les chancelleries italiennes comme un document diplomatique officiel, transformant leur intimité en preuve juridique de la solidité de l'alliance Borgia-Este. Mais le corps féminin, même lorsqu'il sert d'instrument politique, demeure soumis aux lois biologiques implacables. 7 mois après cette nuit de février, le 5 septembre 1502, Lucrèce accouchait d'une fille mort-née après avoir enduré des convulsions dévastatrices. La fièvre puerpérale s'empara d'elle immédiatement, menaçant de transformer la validation dynastique en tragédie mortelle. Pendant plusieurs semaines, les médecins ducaux luttèrent pour sauver la vie de celle qui représentait désormais 100 000 ducats d'investissement politique. Lucrèce survécut, mais son corps portait les stigmates permanents de cette première grossesse catastrophique. Cette expérience révéla la cruauté fondamentale du système dans lequel elle évoluait. Son corps avait été certifié fertile lors de la nuit de noces. Il avait rempli sa fonction reproductive en tombant enceinte rapidement. Mais lorsque cette même fonction échouait, produisant un enfant mort plutôt qu'un héritier vivant, personne ne questionnait le protocole qui l'avait instrumentalisé. On attendait simplement qu'elle récupère suffisamment pour recommencer. La machine dynastique ne tolérait aucun dysfonctionnement, et Lucrèce comprenait parfaitement qu'elle devait produire un fils légitime pour sécuriser définitivement sa position à Ferrare. Entre 1503 et 1519, elle donnerait naissance à 8 enfants, dont 4 atteindraient l'âge adulte. Chaque grossesse constituait une nouvelle validation de son utilité politique. Chaque accouchement réussi renforçait son influence à la cour. Mais parallèlement à ces maternités stratégiques, Lucrèce développait une autre forme de pouvoir, plus subtile et infiniment plus dangereuse. À partir de 1503, elle entretenait une correspondance passionnée avec Francesco II de Gonzaga, marquis de Mantoue et époux de sa rivale, Isabelle d'Este. Cette liaison, probablement consommée lors de rencontres secrètes, représentait une revanche exquise contre la belle-sœur qui avait fait espionner sa nuit de noces. Lucrèce Borgia mourut le 24 juin 1519, à l'âge de 39 ans, des suites d'une énième grossesse. Elle avait survécu à son père Alexandre VI, mort empoisonné en 1503. Elle avait survécu à son frère Cesare, décédé au combat en 1507. Elle avait transformé sa réputation sulfureuse en respectabilité ducale, devenant patronne des arts et protectrice des poètes à Ferrare. Mais surtout, elle avait compris et maîtrisé les règles du jeu politique qui faisaient des femmes aristocratiques des instruments de pouvoir. Cette nuit du 2 février 1502, avec ses 3 consommations documentées, n'avait été que le début de sa véritable éducation politique. Cette histoire que vous venez de découvrir n'est pas un conte romantique édulcoré.
C'est la réalité documentée d'un système de contrôle institutionnalisé qui transformait la sexualité féminine en monnaie d'échange politique. Le rapport du chancelier d'Isabelle d'Este au duc de Mantoue existe toujours dans les archives italiennes, témoignage glacial d'une époque où l'intimité des femmes aristocratiques appartenait aux États plutôt qu'à elles-mêmes. Lucrèce Borgia représente le paradoxe fascinant d'une femme simultanément victime et stratège. Objectifiée par un système qu'elle n'avait pas choisi, elle apprit néanmoins à manipuler ses propres contraintes pour construire des espaces de pouvoir personnel. La consommation triple de cette nuit de février 1502 n'était pas simplement une humiliation subie passivement. C'était aussi un certificat de protection juridique contre de futures tentatives d'annulation matrimoniale, un document vivant garantissant sa sécurité politique à fait rare. Les châteaux que nous visitons aujourd'hui en touristes émerveillés cachent des milliers d'histoires similaires. Derrière chaque alliance dynastique célébrée dans les manuels scolaires se trouvent des femmes dont les corps furent surveillés, certifiés, validés comme instruments de perpétuation du pouvoir masculin. Les archives nationales de France, d'Italie, d'Espagne regorgent de documents comparables, rapports de consommation matrimoniale rédigés par des diplomates transformant l'acte le plus intime en preuve juridique d'alliance internationale. Comprendre cette histoire change radicalement notre perception du patrimoine historique européen. Versailles n'est plus seulement un palais magnifique. C'est aussi le théâtre de centaines de nuits de noces orchestrées selon des protocoles similaires. Les portraits de reines et duchesses accrochés dans nos musées ne montrent plus simplement des femmes élégantes, mais des survivantes d'un système qui faisait de leur fertilité une affaire d'État. Si cette révélation vous a fasciné, si vous souhaitez découvrir d'autres secrets censurés de l'histoire européenne, abonnez-vous à cette chaîne. Les prochaines enquêtes dévoileront les protocoles de surveillance sexuelle utilisés par Catherine de Médicis à la cour de France, les examens de virginité imposés aux princesses Habsbourg, les rituels de consommation de la cour impériale russe. Ces vérités dérangeantes méritent d'être connues, comprises et transmises. L'histoire officielle préfère le silence pudique. Nous choisissons la révélation documentée.